Bonjour, messieurs, dames. Dans quelques jours commence le COP 21. Et une des questions se pose, c'est si nous allons faire suffisamment et suffisamment vite pour essayer de gérer les problèmes climatiques. Bonjour. Un des instruments les plus simples, les plus évidents, avec lequel on pourrait gérer le climat, ça serait une taxe carbone. Mais vous l'avez vu en France et ailleurs, que c'est très difficile de mettre en place une taxe carbone. En France, c'est la troisième fois qu'il y a eu un essai. Il y a eu à plusieurs reprises des efforts de mettre en place une taxe carbone. Et maintenant, en fait, il y a une taxe carbone à 14 €, le 14,50, je crois, le tonne. Et ce n'est pas du tout suffisant. Il faut probablement une taxe plus élevée. En Suède, la taxe est à 100 €. Nous ne savons pas tout à fait à niveau international combien il faut. Mais 50, 100, ou peut-être même plus, pour vraiment décarboniser l'économie totalement. Donc, s'il y a tellement de difficultés, la France et la Suède sont presque les seuls pays qui ont une taxe carbone. Il y en a encore quelques-uns, en fait. Il y a quelques pays qui ont une taxe. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire plus acceptable politiquement une taxe. Une des possibilités, en général, c'est de rembourser la taxe ou d'utiliser au moins les recettes, les revenus de la taxe d'une manière pour faire politiquement plus faisable, plus acceptable et plus populaire cette taxe. Donc, j'ai ici un menu de différents instruments qu'on peut utiliser pour la politique environnementale. Et la première colonne, il y a ici des instruments qui affectent le prix des biens ou des facteurs de production. Et ça peut être des taxes, ça peut être des subventions, ça peut aussi être des taxes qui sont remboursées. Et c'est de ça que je parlerai aujourd'hui. On s'imagine une usine que peut-être on n'a pas aussi polluante en France, peut-être, mais dans le monde, il y en a plein qui sont comme ça. Et on s'imagine qu'en effet, il y a des technologies il y a beaucoup de différentes technologies qui peuvent améliorer la situation qu'on a vue dans la photo antérieure, là. Il y a des filtres. Il y a des systèmes de chauffage ou des combustibles qui sont plus propres. On peut utiliser du gaz au lieu du charbon. On peut utiliser de l'électricité. Il y a plein de différentes solutions technologiques. Mais chaque solution technologique, en général, a un coût. Donc, il y a des solutions, mais il y a toujours un prix. Et là, j'ai simplifié, comme le faisaient les économistes, il y a une ligne tout simple ici. C'est le coût marginal d'abattement. Mais vous vous imaginez, là, les filtres de plus en plus avancés, des énergies de plus en plus propres. Et si les émissions sont ici au départ, beaucoup d'émissions, et on veut les réduire, on voudrait peut-être en principe les réduire à zéro, mais un monde complètement propre, c'est souvent trop cher.
C'est difficile dans un monde industrialisé. Nous voulons aussi consommer. Donc, ce n'est pas toujours faisable d'avoir des émissions zéro. Parfois si, parfois non. Mais ici, donc, si on a choisi ce niveau ici, on veut réduire les émissions plus ou moins à la moitié. Donc, l'idée d'une taxe, c'est que pour chaque unité d'émission, il faut payer une taxe. Si une entreprise réduit les émissions, jusqu'ici, donc ici en rouge, c'est le coût d'abattement, c'est en fait le coût des filtres. En plus, l'entreprise doit payer cette taxe. Le taxe est nécessaire parce que s'il n'y avait pas de taxe, les entreprises n'achèteraient pas des filtres. Parce que s'ils n'achètent pas les filtres, ils ne devraient pas payer tout ça en taxe. Donc, ils ont réduit leur taxe en payant les filtres. Les filtres sont meilleur marché jusqu'à un point, ici. Après, les filtres deviennent plus chers que la taxe. Donc, ils préfèrent payer la taxe. Mais les entreprises se plaignent parfois. Ils disent non, mais là, on paie double. D'abord, on paie tous ces filtres et après, il faut payer la taxe aussi. Ils trouvent des arguments. Ils exagèrent peut-être, mais ils sont très puissants, les entrepreneurs. Ils disent, oh non, maintenant on paie tellement de taxes qu'il n'y a pas d'argent pour les filtres. C'est un argument plus ou moins pas très sophistiqué peut-être, mais ça marche souvent dans les journaux, ils se plaignent comme ça. Donc la taxe est un grand inconvénient de certains points de vue. Ça pourrait... Ou ils disent souvent que ça pourrait mener à des entreprises à construire des usines dans un autre pays. En fait, il n'y a pas beaucoup d'évidence empirique. Ça n'arrive pas, il paraît, en effet, pas très souvent. Mais ça pourrait arriver, en principe. Donc, la question, est-ce qu'on ne pourrait pas les rembourser la taxe? Et en fait, en Suède, nous avons un système que je vais décrire dans plus de détails après. Et vous l'avez eu aussi en France. En France, ça s'appelait les taxes parafiscales sur les oxydes d'azote et les oxydes de soufre. En Suède, on l'avait juste pour les oxydes d'azote, NOx. Et en fait, il y a beaucoup de différentes entreprises qui émettent de NOx. Et des petites entreprises en Suède, ils ne paient pas cette taxe. Mais les grandes entreprises le paient. Et cela, c'était en fait une raison pour rembourser. Parce que si on a une grosse taxe, une grande taxe pour les grandes entreprises et pas de taxe pour les petites usines, les grandes usines pourraient construire beaucoup de petites unités et dire non, même nous, on a une dizaine d'unités, mais chacun est petit, donc il ne faudrait pas les taxer. Mais donc ça a été une des motivations pour le remboursement. Alors, les entreprises ne sont pas remboursées exactement ce qu'ils paient. Ça serait trop stupide, évidemment, ça ne marcherait pas. Si on nous disait, ah oui, la taxe, oui, il y a une taxe, mais on va le repayer tout de suite après. Bon, ça ne marche pas, évidemment. Mais au collectif des pollueurs, on repaye la totalité des taxes, mais en proportion, pas à ce qu'ils ont payé, mais à la quantité de production. Donc, nous avons, c'est comme si on mettait tous les taxes dans un chapeau et après on les distribuait. Mais ce n'est pas un chapeau, c'est un Excel, un document Excel. Et ceci est en effet l'instrument qui est utilisé par l'Agence de la protection environnementale en Suède. Et c'est tout simple.
il y a un monsieur qui est chargé de ça. Et donc, les coûts d'administration sont très petits. Pour chaque entreprise, il y a l'émission de NOx. Et à base de cela, on construit la taxe. Ici, c'est la production. Et on repaye le remboursement, c'est en fonction de la production, en mégawattheure. Je l'ai simplifié ici pour vous, parce que en fait, c'est le point central ici. Donc, vous imaginez 3 entreprises, A, B, C, avec des émissions. Ils ont une production un peu différente, mais plus ou moins la même taille. Il y a A produit 180 MWh et B 220 et C 260. Mais ils ont des émissions très, très différentes. Et vous voyez que l'usine C est beaucoup plus polluante que les autres 2. La pollution totale, c'est 61 et la production, c'est 660. Alors, on va mettre une taxe. Ils payent 5 € le tonne. Donc, A paye 50, B 100, C 180. Le revenu total, c'est 330. Et on veut le redistribuer. Donc, 330 divisé par 660, c'est 50 centimes. Chaque mégawattheure donne droit à un remboursement de 50 centimes. Alors, vous voyez, l'entreprise A, ils ont payé 50, ils sont remboursés 90. L'entreprise B, il a payé 100, il est remboursé 110. Et l'entreprise C a payé 180, il est remboursé 130. Il est moins content, mais il est quand même plus content de ce qu'il n'y avait pas de remboursement du tout. Parce que le paiement net, c'est 50 au lieu de 180. Alors d'abord, il y a, même si le taxe est remboursé, il y a toujours un effet incitatif. Si l'entreprise B pourrait trouver par hasard une petite méthode, une petite filtre extra, qui réduit les émissions de 20 à 19, le paiement serait 95 au lieu de 100. Oui. Donc, le remboursement sera presque pas affecté. En fait, là, juste avec un exemple, avec 3 entreprises, il y aurait eu en effet un petit effet sur le remboursement. Mais si vous imaginez qu'il y a une centaine d'entreprises, donc les chiffres totaux ne sont pas affectés par ce changement dans une entreprise. Donc les chiffres de remboursement ne seraient pas affectés. Donc au lieu de payer 100 et être remboursé 110, ils payent 95 et ils sont remboursés quand même 110. Il y a une économie de 5 € ou 5 millions. Donc, l'effet incitatif marginal est toujours là. Il y a un effet... le chef de l'entreprise, quand il parle aux ingénieurs, il dit qu'il faut que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour réduire les émissions. Pour chaque tonne que vous réduisez d'émissions, je paye 5. Donc l'effet incitatif de la taxe est là. Mais l'effet lobbying n'est pas là. Parce que normalement, et c'est aussi un point très central, normalement, quand le ministre de l'Environnement, quand elle dit qu'elle a un nouveau projet de loi de taxe, en fait, je crois qu'elle n'ose presque pas le dire,
le mot taxe, parce qu'elle sait que ce n'est pas très populaire. Quand il y a un projet de loi pour une nouvelle taxe, tous les entrepreneurs se mettent ensemble et ils forment une lobby. Ils disent non, on peut n'importe quoi, mais pas une taxe. Voilà, on va faire volontairement, c'est mieux. Les taxes ne sont jamais populaires. Mais avec cet instrument-là, vous imaginez les lobbyistes qui essaient de former une réunion pour essayer d'écraser la proposition de loi. Et l'entrepreneur A, il dit, mais bon, en fait, oui, normalement, on est contre des taxes, mais juste cette taxe-là, on l'aime bien. On n'a pas envie d'être en contre de cette lobby. Donc, à peu près la moitié des entrepreneurs gagnent de l'argent avec cette taxe parafiscale. Donc, le lobby se voit assez impuissant. Il n'y a pas de formation de lobby très forte en contre de cette... Et la prochaine fois, quand on veut augmenter la taxe de 5 à 10, la moitié des entreprises, ils font le calcul, ils disent oui, c'est une bonne idée, augmenter les taxes. Et on n'a jamais écouté ça avant. Donc, vous voyez que c'est une manière de faire des incitations très fortes à l'abattement sans avoir un effet négatif. Alors ici, j'essaie de discuter dans quelques slides ici si on doit ou ne doit pas avoir un remboursement. Et on peut dire que ça dépend à qui appartient l'environnement. Je vais juste revenir ici à ça. Ça correspond en fait à la fameuse rente de la terre de Ricardo. On pourrait dire que si ça c'était terre, ici il y a une demande de terre des agriculteurs, ça serait la rente de celui qui est le propriétaire. Donc la question, c'est un peu qui est le propriétaire de l'environnement. Et en effet, il y a des conceptions assez différentes. Aux États-Unis, la conception de propriété est plus forte. En Europe, normalement, nous pensons jusqu'à un certain point, c'est une question d'idéologie, mais il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que l'environnement, ça appartient à l'État ou à la société, l'État comme gestionnaire de la société. Mais on pourrait aussi dire que non, que ça appartient à chacun ou aux entrepreneurs. Donc, si nous avons ici des euros, des dollars, et ici les émissions. Ici, c'est le coût marginal d'abattement. Ici, c'est un état très sale. Ici, c'est tout à fait propre. Ici, c'est l'optimum des économistes, où le coût d'abattement est égal au coût marginal des dommages sur l'environnement. Et donc, ici, il y a des différentes rentes. Ici, c'est la rente B et C, c'est la rente dont je parlais, qui était bleue dans notre diagramme. Ici, D, c'est le coût d'abattement qui était rouge. Donc, il y a toujours, quand on se déplace d'ici à l'optimum, il y a toujours des bénéfices pour l'environnement qui sont D, F et G. Mais les différents instruments impliquent une distribution différente de ces coûts. Donc, une taxe,
ça implique que les entrepreneurs payent le coût d'abattement et aussi la taxe, cette rente. Mais on peut aussi s'imaginer des différentes distributions. Et en effet, on peut penser que c'est les pollueurs qui ont les droits. Et si la société veut qu'ils fassent d'abattement des émissions, que la société le paye. Mais on peut aussi s'imaginer le contraire, que c'est la société ou les victimes de pollution qui ont les droits. Et donc, ça donne lieu à des différents instruments. Et ici, il y a des instruments. Si on croit que c'est l'État ou la société qui est le propriétaire de l'environnement, donc c'est l'instrument le plus évident, c'est que les pollueurs payent une taxe pour utiliser, c'est comme la rente pour un appartement ou la rente pour louer des terres agricoles. C'est tout à fait un principe correspondant. Mais si on pense en fait que c'est les pollueurs qui ont les droits sur l'environnement, donc il y a aussi des instruments, donc on les paye pour leur coût d'abattement. Et en fait, si on a une conception de droit qui est plutôt mixte, on peut avoir des taxes qui sont remboursées ou même partiellement remboursées. Il y a en fait beaucoup de différentes possibilités ici qui sont entre la taxe et la subvention. Et pour les instruments de régulation de quantité, c'est les mêmes. On utilise les permis, mais les permis d'abattement, ils peuvent être vendus à l'enchère, aux enchères, ce qui correspond à une taxe, ou ils peuvent être donnés gratuitement aux entrepreneurs. Donc, je vais parler un petit peu de l'expérience que nous avons eue en Suède avec les REP. Là, c'est Refunded Emission Payments. C'est donc taxes remboursées sur les émissions des oxydes d'azote, NOx. La Suède et Norvège, en fait, sont les pays qui ont découvert la pluie acide. Ce n'est pas parce que nous avons des meilleurs chimistes que les autres pays, mais c'est juste parce que nous avons un terrain qui est plus sensible. En fait, j'ai une map ici qui démontre la sensibilité des écosystèmes à la pluie acide. Et chez nous, il y a beaucoup de sensitivité, c'est-à-dire la terminologie géologique en anglais, ou en français, il y a une pierre qui s'appelle granite en anglais. C'est granit en français? Oui, bon, c'est facile parfois. Il y a beaucoup de granit, il y a en plus beaucoup des écosystèmes avec des pins, et les deux sont très sensibles à la pluie acide. Mais ici, par exemple, ici, il y a beaucoup de sédiments calcaires qui n'est pas du tout sensitif. Donc, dans les années 60 déjà, on a vu que les poissons étaient affectés, mouraient dans les lacs en Suède, même que, en fait, les émissions d'oxyde d'azote et de soufre venaient en fait d'Europe centrale. Mais on ne voyait pas les effets en Angleterre, dans le Ruhr et en France. On les voyait d'abord en Suède, parce que les vents, ils vont dans cette direction et parce que les écosystèmes sont plus sensibles ici. Donc, en Suède et en Norvège, on a commencé très tôt à se préoccuper pour ces problèmes. Et on a taxé sévèrement le soufre. Il y a une taxe très grande, c'est-à-dire de 3 000 € le tonne.
Et en France, il y a un taxe de 300 € le tonne. Aux États-Unis, il y a un système de permis et les prix sont assez bas. Voilà, là, en fait, c'est un permis d'émission que j'ai acheté aux États-Unis. Ça me donne le droit d'émettre 1 tonne de soufre aux États-Unis. Et les prix des permis aux États-Unis, on avait pensé d'abord que le coût d'abattement était plus ou moins de 1 000 $ le tonne, mais les prix de ces permis sont environ 100 $ le tonne, ce qui montre en fait le pouvoir de cet instrument. Quand les économistes cherchent à économiser et de faire plus efficient l'abattement à travers du marché, ça devient, en fait, on trouve les solutions les plus efficaces et c'est pour ça que nous voulons, en fait, avoir des instruments économiques. Mais en Suède, on a une taxe qui est beaucoup plus élevée et cela, c'est dû au fait que nous avons voulu dépolluer beaucoup plus. Les émissions de soufre en Suède sont maintenant de 8 kg par tête. Dans cette période de 80 à 97, on a réduit les émissions de 86%. Aujourd'hui, on les a réduits à 99%. Il y a presque pas du tout des émissions de soufre. Mais aux États-Unis, ils ont un programme qui est plus modeste. Ils ont réduit, mais ils n'ont pas réduit autant. Cela, ce n'est pas un effet du choix d'instruments. C'est juste le niveau de l'instrument. On pourrait faire autant avec des droits d'émission, mais là, il faudrait réduire la quantité des droits d'émission, en fait. Alors, on voulait... Il y a plusieurs substances chimiques qui donnent lieu à la pluie acide. Les plus importants, c'est les oxydes d'azote et de soufre. Donc, on avait fait une grande taxe pour le soufre. On voulait aussi faire quelque chose pour l'azote. Mais l'azote est très différent que le soufre. Les oxydes SOX, ça vient du soufre qui est déjà dans le combustible. Donc, on peut estimer très exactement la quantité d'émissions. Si vous brûlez un pétrole qui a 2% de soufre et vous en brûlez 10 tonnes, c'est évident qu'il y a 200 kg de soufre. Il n'y a pas question. Pour dire qu'il y a moins, il faudrait démontrer qu'on a capturé dans un filtre. Et si on les a capturés dans le filtre, ils devraient être présents dans le filtre. Et en effet, c'est comme ça en Suède. Les taxes sur les émissions de soufre, ils sont d'abord calculés en base de combien de soufre il y a dans le combustible, combien on a capturé dans les filtres, et on paie une taxe sur le reste. Pour l'azote, on ne peut pas faire le même. D'abord, les NOx, ce n'est pas, ça vient normalement pas de nitrogène qui est dans le fuel. Il peut y avoir, en fait, si on brûle le bois, il y a du nitrogène aussi dans le bois. Mais la plupart du nitrogène vient de l'air. Il y a évidemment de l'air dans un four. Et c'est-à-dire qu'il y a de nitrogène et d'oxygène. Et cette réaction, c'est une réaction non linéaire qui dépend beaucoup de la température.
C'est-à-dire que s'il fait très chaud, peut-être dans le centre du four, et il y a une formation très rapide d'NOx. S'il fait moins chaud, il y a moins d'NOx. Donc, on a trouvé que des détails de l'aménagement du four sont très importants pour la formation d'NOx. Si le combustible est plus fin, s'il est plus ou moins humide, les courants d'air, la forme du four, la recirculation, ça veut dire exhaust gas recirculation, c'est-à-dire qu'on peut prendre les exhausts et on peut les mettre encore une fois partiellement dans le four pour changer la température. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui ont un grand effet sur la formation des NOx. En plus, il y a des choses qu'on peut faire après. On peut mettre de l'ammonia dans le four. On peut mettre des catalysateurs ici. Il y a plein de différentes méthodes. Mais le calcul est très compliqué. Et j'ai parlé avec des ingénieurs. Et ils disent, oh, on va essayer ceci, on va essayer cela. Et moi, comme simple économiste, je les demande, est-ce que vous ne pouvez pas me dire combien ça va réduire les émissions? Et ils disent, non, c'est trop compliqué. Il faut le mesurer. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que, et c'est grâce à cette taxe, nous avons une taxe qui est très élevée. Donc, on prend l'environnement sérieusement. Parce que chaque kilo, c'est quelque chose qu'on doit payer, donc il faut mesurer exactement. Avant, on ne mesurait pas. En effet, c'est très coûteux de mesurer aussi. Il faut mesurer tous les 15 minutes. Donc, cet équipement de faire les mesures, ça coûte cher. Maintenant, on fait donc des mesures très, très exactes. Et les ingénieurs, ils peuvent regarder tous les quarts d'heure. Ils peuvent changer un petit peu là, ils peuvent ouvrir, changer, adapter les courants de l'air à l'humidité du combustible et des choses comme ça. Donc, ils trouvent les moyens de réduire les émissions. Le fine-tuning, je ne sais pas. Souvent, on utilise les mots anglais aussi en français. Je ne sais pas si on peut dire fine-tuning, mais vous comprenez. C'est-à-dire que l'aménagement en détail. Donc, là, il viendra encore une fois, cette taxe remboursée, chaque compagnie, ça paye 5 € le tonne, le kilo. On ne rembourse pas exactement, mais on rembourse en quantité, en proportion à la production. Et ce que je démontrais avant, c'était une explication intuitive. Ici, c'est une explication pour les économistes, un peu plus formelle. Ici, c'est la fonction de profit de l'entreprise. Ils vendent un produit dans une quantité Q, à un prix P. Ils ont des coûts qui dépendent de la production et de l'abattement. Ils paient une taxe sur les émissions, et les émissions, ils dépendent de la quantité de production et de l'abattement. Et après, ici, il y a ce remboursement. Et les conditions de profit maximum qui déterminent en fait le comportement de l'entreprise, ils sont ici. Et ce que j'ai en rouge, c'est les conditions pour une taxe qui n'est pas remboursée, qui sont les conditions optimales, en fait. Et la production est équivalente à un point où le coût est optimisé et l'abattement est en fonction aux taxes. Cet facteur ici est très petit.
c'est le pas de marché de chaque entreprise. S'il y a une centaine ou plusieurs centaines d'usines, cela, c'est presque zéro. Et donc, on peut dire que les conditions d'abattement, l'incitation à l'abattement est le même que ce que serait optimal avec une taxe normale. Mais une taxe normale à ce niveau n'aurait pas été politiquement faisable. Donc, de certain point de vue, cet instrument est meilleur qu'une taxe. Donc, en conclusion, on peut dire que les incitations à l'abattement, c'est plus ou moins le même. Mais il y a deux mécanismes, en fait, au moins. Deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'abattement technique, c'est-à-dire le coût des filtres. Et ce que je viens de démontrer là, c'est que l'incitation est tout à fait optimale pour l'entreprise. Il met les filtres d'une manière optimale. Mais il y a un deuxième mécanisme, et cela explique, on pourrait peut-être se demander si cela serait un bon mécanisme aussi pour le changement climatique, pour les émissions de CO2. Et en effet, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a plusieurs mécanismes. Donc, le rôle d'une taxe carbone, une des rôles, c'est inciter au changement technologique. Une autre rôle, c'est d'augmenter le prix. Une taxe carbone sur les émissions de carbone, ça augmente aussi les prix de produits, par exemple des engrais, des fertilisants, du papier, de l'acier, de l'aluminium, de beaucoup d'autres produits qui sont intenses en énergie. Et donc, il y a un deuxième mécanisme sur ces marchés, que nous utilisons moins de chauffage, moins de papier, moins d'aluminium. Ce mécanisme n'est pas présent avec une taxe remboursée. Juste parce que la taxe est remboursée, le prix n'est pas élevé de cette manière. Mais le troisième effet, c'est qu'en fait, et qu'à mon avis est le plus important, au moins en ce qui concerne les émissions de soufre et de NOx, c'est que le lobby en contre de la taxe est très affecté et qu'il y a beaucoup moins de lobbying en contre et que la taxe est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus populaire et beaucoup plus facile à mettre en place. Les émissions divisées par, c'est-à-dire le taux d'émission, a été réduite d'une trentaine de pourcents. Il y a plusieurs différents secteurs qui sont impliqués qui ont ces émissions. Et en général, le remboursement a donné beaucoup d'argent au secteur énergétique, qui a été le secteur qui a mieux su gérer ces usines. Et quelques autres industries ont plutôt reçu moins. Les émissions en Suède sont beaucoup plus petites que les émissions de NOx aux États-Unis. Et cela, c'est aussi une preuve que cet instrument a été très efficace. Ici, c'est la conclusion d'une étude qui a été faite aux États-Unis, où on étudiait le système suédois et on a trouvé que
c'était étrange que les unités de production en Suède émettaient beaucoup moins de NOx qu'aux États-Unis, mais ils ont trouvé que la raison était cette incitative économique, que la taxe remboursée était à la cause de cela. Et, ici, on voit le développement dans le temps. Là, c'était en 92. Il y avait les émissions qui variaient d'une entreprise à l'autre. Et ici, les émissions sont plus homogènes. Donc ici, j'ai étudié un peu le développement technologique. Ce sont les émissions, c'est un histogramme des émissions. Si on regarde juste le premier courbe ici, c'est le courbe de 1992. Non, ici c'est 92, c'est le contraire. Et ici, c'est 2007, je crois, ou 2005, la dernière année que j'avais ici. Donc, il y a eu deux développements. D'un côté, les meilleures usines ont réduit leurs émissions. Ils avaient déjà les émissions très, très bas, mais ils ont réduit beaucoup. Cela, c'est ce que nous appelons l'innovation. On a trouvé des nouvelles méthodes qui n'étaient pas connues avant pour réduire les émissions. Mais il y a aussi beaucoup d'usines qui ont des émissions beaucoup plus élevées. Et là, on voit qu'avec le temps, ça devient de plus en plus homogène. Et même les pires des usines apprennent d'utiliser les meilleures méthodes d'abattement. Et cela, c'est pas donc, ici c'est l'innovation, ici c'est plutôt le transfert de technologie des meilleures plantes aux usines, unités de production moyennes. Donc un transfert de connaissances, diffusion de connaissances. Et on voit que les deux sont, il y a deux processus donc, de changement technologique. D'un côté, il y a les innovations et de l'autre côté, il y a la diffusion de connaissances. Ce sont deux processus importants et séparés. Et voilà, là, c'est les usines individuelles. Et la plupart ont réduit. Là, c'est les émissions en 2005 et là, c'est les émissions en 92. La plupart sont améliorées. On peut aussi regarder les patentes de technologies dans le domaine catalysateur, par exemple. Et on trouve, il y a toujours beaucoup de patentes allemandes, parce que l'Allemagne, c'est le centre de la technologie chimique, et du Japon. Mais Suède a une participation très grande. Et la Suède, c'est un pays très petit, ce n'est pas normal. C'est dû à cet instrument, dû à l'existence de cette taxe remboursée. La Suède est devenue une espèce de laboratoire de combustion propre et un centre d'innovation technologique en catalysateurs, des très grands catalysateurs, évidemment. Ceci, on peut dire que c'est un avantage. Nous voulons un développement qui implique des industries nouvelles, des patentes, parce que, évidemment, c'est des patentes, c'est quelque chose qu'on peut après vendre aux autres pays. Donc, ceci, ça démontre peut-être l'avantage de cet instrument.
comme je disais avant, il y avait en France, un temps, il y avait une taxe parafiscale, mais ici, c'est un instrument qui est un peu pareil et qui est beaucoup plus récent. C'est le bonus-malus sur les voitures. Donc, c'est une taxe sur les voitures grands émetteurs d'émissions qui est repayée ou qui est utilisée pour subventionner les voitures qui sont plus propres. C'est plus ou moins la même idée. Alors, les raisons pour rembourser, c'est parce que les pollueurs sont très puissants et si on ne rembourse pas, ils auront peut-être un grand succès, ils réduisent le taxe. Le ministre a peut-être un projet de taxe qui est élevé, mais après une année de discussion et de lobbying, quand ça passe le Parlement, c'est une toute petite taxe. Et évidemment, une toute petite taxe, ça n'a pas beaucoup d'effet incitatif. La taxe remboursée, ça a une chance beaucoup plus grande d'être acceptée dans le Parlement. Ça permet aussi de cibler les plantes. Parfois, on ne peut pas mesurer les émissions dans les unités de production qui sont très petites. Et on ne peut pas faire une taxe pour les grandes entreprises et pas de taxe pour les petites entreprises. Mais une taxe parafiscale qui est remboursée, on peut le faire. Donc, ça permet de cibler, de faire un instrument pour les grandes entreprises et de ne pas avoir un instrument ou d'avoir un autre instrument pour les petites entreprises. Il y a aussi des arguments en fait, compliqués pour les oligopoles. En fait, l'instrument, on a démontré que c'est un instrument qui est mieux adapté à l'oligopolie qu'une taxe. Mais il y a aussi des raisons pour ne pas rembourser, selon le cas. Un des arguments, c'est que l'État a besoin des revenus. Une alternative, dans le cas du taxe carbone, par exemple, c'est de réduire des autres taxes. Ça dépend du pays. Le pays a peut-être besoin de revenus, on peut réduire la dette publique, on peut acheter plus de biens publics, des meilleurs services au public, ou on peut réduire des autres taxes qui sont peut-être les taxes, l'IVA ou le taxe valeur ajoutée, le taxe sur les revenus. Bon, on peut avoir des différentes raisons. Je vais très vite dire qu'en Norvège, ils ont un autre système. Ils utilisent tous les revenus pour subventionner les abattements. Donc, c'est un remboursement, mais pas en fonction de la production, sinon c'est en fonction des coûts d'abattement. Et donc, en Norvège, il y avait une taxe de 16. Après, on a décidé une taxe, ou plutôt une taxe remboursée, qui est soit de 11, soit de 4 pour les différentes industries. Et les revenus de taxe sont utilisés pour subventionner 75% des coûts d'abattement. Et c'est lui qui décide. En fait, ce n'est pas l'État, il y a une société qui a été formée pour gérer cela. C'est un peu étrange, mais bon. Donc, au lieu d'une grande taxe, il y a une taxe plus petite et c'est utilisé pour rembourser les coûts d'abattement. Je me suis amusé à suivre en détail les différences du point de vue économique, mais je vais laisser là. Je vais bientôt laisser la parole à Jean-Pierre. Il va parler des allocations gratuites des permis. Et je voulais juste faire le lien entre les deux sujets. Et c'est que, de quelque sorte, c'est un peu, si
en fait, si on fait une allocation complète qui est gratuite, c'est l'instrument équivalent du type quantité à une taxe qui est remboursée. Les droits d'émission peuvent être vendus à l'enchère, c'est comme une taxe, ou ils peuvent être alloués gratuitement, cela c'est comme une taxe remboursée. Donc ils sont des systèmes un peu équivalents et parallèles. Avec ça, je vais... voilà, là, c'est un schéma de... Ici, nous avons les droits d'émission. C'est la société qui a les droits à la nature. Donc, on peut avoir les permis aux enchères ou une taxe. Si c'est les pollueurs qu'on considère qu'ils ont les droits à la nature, on peut avoir, par exemple, les permis gratuits ou des subventions ou des taxes qui sont remboursées. Voilà. Avec cela, il y a quelques minutes pour des questions avant que Jean-Pierre.